Deuxième partie du bocal local avec un travail effectué par Serge Bertin et puis Pascal Malherbe. Serge Bertin, vous êtes, je veux dire quoi, historien, amoureux du patrimoine, chercheur. Et vous, Pascal Malherbe, vous êtes marbrier funéraire. Bonjour à tous les deux. Un travail autour du patrimoine funéraire sartois et puis une thématique qui sera développée plus précise autour des chapelles funéraires, les chapelles en quête d'éternité. C'est une soirée découverte qui sera diffusée le mercredi 2 novembre prochain, donc à 19h au cinéma Pâté Le Mans Quinconce, donc c'est place des Jacobins au Mans. On en revient pour parler de ce projet d'ici quelques instants. On reçoit également Kifaz. Salut Kifaz. C'est le seul à qui je peux dire salut dans cette émission. On se connaît bien, Kifaz. Sortie de l'album Mauvaise Graine, ce sera le 4 novembre prochain. Release party le 5 novembre. Donc la sortie, on va dire nationale le 4, le 5 la release party, c'est la fête. C'est la fête, voilà, pour la sortie de l'album avec tout un tas d'invités évidemment. Kifaz, cet album, c'est le fruit aussi, alors déjà d'un travail assez long, mine de rien, et puis de collaboration avec des gens d'ailleurs, on va dire reconnus en tout cas dans le monde du reggae. Oui. Ça soulage de sortir enfin cet album, Kifaz. Oui, bah ça c'est à l'issue d'un travail de trois longues années. Ouais. Mais il vaut mieux prendre son temps et faire bien les choses. Donc là, je suis content de ce qui arrive. Oui. Ça a été mûrement réfléchi et puis on a pris le temps de faire les choses bien. Voilà. Alors, je dis artiste reggae, mais finalement, Kifaz, c'est un peu autre chose. Alors déjà, c'est du reggae français, francophone. C'est très important. Vous l'avez toujours signalé et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Pourquoi ? Assumer, revendiquer, parce que la langue française, elle est belle et que moi, je suis français, francophone et j'ai envie de faire partager mon message au plus grand nombre. Ce qui est intéressant aussi, c'est une musique à la base qui est une musique dans laquelle il y a un message fort. Et moi, je suis de ce courant-là, donc j'ai envie de dire des choses aux gens. Donc la langue maternelle, c'est le plus intéressant. Voilà. Il s'appelle Mauvaise Graine, cet album. C'est ce qu'on pourrait appeler du reggae conscient ou pas, Kifaz, c'est-à-dire avec une sorte de message politique, en tout cas, ou en tout cas sociétal. Oui, il y a cette recherche-là, pas seulement, mais il y a cet aspect-là qui est assumé, qui est pas du tout gommé. Après, je prends pas le drapeau absolument d'artiste engagé ou des choses comme ça, mais j'aime qu'il y ait un fond ou au moins il y ait un concept dans les chansons. Des chansons sans thème, c'est pas très intéressant à mon avis. Voilà. Donc essayer de mettre du contenu et essayer d'aller un peu loin ou apporter des réflexions. Et il y avait matière, en tout cas dans l'actualité ces derniers temps, donc malheureusement on peut dire ça comme ça. Allez, on écoute un premier titre de cet album Mauvaise Graine, il s'appelle Dreadlocks. Ancestrale, symbolique de fierté, mèche rebelle qui rappelle notre soif de liberté, crinière royale pour le sacre de l'africanité. Les hiéroglyphes nous parlent de dreadlocks dans l'Égypte antique, en Inde pour les religieux, Sado pour les Aztèques au Mexique. Samson et les Nazarites sont décrits dans des récits bibliques. Bah il fallait guerriers d'Afrique avant les esclaves marrons enfuis. Dreadlocks, le Rastaman, dreadlocks, universel dreadlocks. Cet univers autour du reggae, ce cliché peut-être même d'ailleurs du reggae man et des dreadlocks. Ouais, mais c'était un peu pour pousser un peu la réflexion et puis il y a plein de gens qui se demandent qu'est-ce que c'est que cette coiffure-là, pourquoi les gens qui font du reggae ont cette coiffure. C'était un peu aller à la source et expliquer un petit peu que ça vient un peu d'ailleurs, que ça vient d'Asie, que ça vient des Aztèques, que ça vient aussi des Hindous et voilà, faire une petite explication de texte. Voilà. Alors il y a quelques featuring comme on dit sur ce disque et notamment
notamment Daddy Naughty. Oui. Beau nom, Daddy Naughty, puisqu'il a gravité autour d'Akhenaton et d'Ayam. Oui, la 25e image, ou quelque chose comme ça, il y avait un titre qui avait bien fonctionné. Oui, en fait, on s'est retrouvés, on a eu l'occasion de se retrouver à plusieurs reprises sur des scènes, sur des scènes, et puis ce qui se fait beaucoup aussi dans le reggae, c'est les freestyles à la fin. Tout le monde revient prendre le micro et il y a un partage qui se fait. Ça s'était bien passé, très très bien passé même. Et puis quand moi j'ai eu l'idée de faire cet album-là, j'ai eu envie de l'inviter et il a accepté gentiment. Donc c'était un super moment fort pour moi. Voilà, c'est les gens qu'on écoutait, et nous on était de l'autre côté du poste. Et puis là on se retrouve dans la cabine en studio avec les personnes qu'on écoutait. Donc super intéressant. Ouais, Daddy Naughty. Il y a aussi différents styles, je trouve, à l'intérieur même de l'album. On a entendu Dreadlocks. Là, on n'aura pas l'occasion d'entendre Stopella, mais Stopella qui est nettement plus festif, on va dire, qui est dans la fête, quoi. Oui, festif et aussi en termes de musicalité un peu plus, on appelle ça raga hip-hop, mélangé un petit peu avec des sonorités plus modernes. Moi, ce que j'aime, c'est l'éclectisme, c'est aller dans toutes les directions. Ce qui m'intéresse, c'est les concepts, le texte et le partage avec le public. Alors à différents niveaux, que ce soit au niveau soit des textes et des concepts, soit au niveau de l'échange qu'on peut avoir le public et les faire bouger, avoir de la joie aussi. Ça fait partie de la musique. C'est la vie un peu, ça reflète la vie. Donc, voilà. Il y a aussi Balik du groupe Danakil. Alors il y en a d'autres, Deadly Hunta et Tomahawk, mais on va dire pour les deux poids lourds, Daddy Naughty et Danakil, qui est un groupe un peu référence quand même sur le territoire en termes de reggae. Oui, c'est un peu plus de la nouvelle génération par rapport à Naughty, c'est un peu plus ancien. Mais ce qui m'intéressait, c'est que c'est des gens qui ont une belle plume, qui écrivent, et du coup c'était intéressant de faire des duos avec eux et d'aller chercher des concepts et de développer des choses avec eux, parce que je savais qu'ils allaient répondre présent, en tout cas en termes de niveau. Et du coup c'était très très intéressant, ils ont été super généreux, voilà. On a pu faire ces morceaux-là et je suis très content de ça. Une coproduction Irie Heights, le label sartois, le 5 novembre, donc le 4 novembre dans les bacs, sur l'ensemble du territoire français. Ça aussi, c'est chouette, on va pouvoir découvrir Kifaz un peu partout en France. Et puis le 5 novembre, les potes sont invités, entre guillemets, pour fêter ça. Poupanadem, Sugar Kawar, Don Paco, Bongolini, Almighty Crew, ainsi que Ayal Sela, et puis d'autres invités. Clairement, Poupanadem, Don Paco, on les connaît évidemment avec le sound dynamique. Sugar Kawar, c'était le Damaniac Crew. Ouais, c'est ça. Et puis Bongolini, qu'on connaît plus avec son frère d'ailleurs. Mais là aussi, c'est tous ceux qui gravitent autour du reggae en Sarthe et d'Irie Heights d'ailleurs. Oui, il y a une belle scène reggae, c'est pas forcément très connu, mais en Sarthe, il y a une belle scène reggae et qui a un rayonnement au niveau national, voire international. Donc là, je les ai tous conviés et invités à venir faire la fête avec moi pour proposer ce projet. Comme on se côtoie depuis pas mal d'années, ils ont tous accepté gentiment. Et je pense que ça va être un moment de partage et de joie. Je voulais particulièrement saluer Irie Heights parce que ça a été même plus qu'un coup de main. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que Irie Heights se sont à un moment motivés et ont mis toutes leurs forces dans la bataille. Moi, j'étais un peu en retrait depuis quelques années. Et puis, ils ont aimé les premiers morceaux que j'avais fait. Ils m'ont proposé carrément de produire un album. Donc, voilà, grand coup de chapeau. Sinon, on n'en serait pas là. Vous faites tout Kifa, c'est-à-dire de l'écriture des textes à la production des morceaux ? Non, j'écris les textes et on fait de la co-réalisation au niveau de la musique. Ça veut dire on travaille avec des musiciens. Parfois on a des idées, des directions, mais on travaille avec des musiciens parce que le niveau de la musique est bien meilleur. Et on fait aussi appel à des musiciens additionnels jamaïcains. Et notamment sur cet album-là, il y a notamment deux musiciens jamaïcains, Nambo Robinson et Dwight Pickney, qui sont des musiciens qui ont joué à l'époque avec Dennis Brown ou Gregory Isaac et même avec Marley. Donc c'est vraiment des grosses pointures qui viennent s'ajouter au travail que nous on fait pour, on va dire, le gonfler, le faire rayonner, lui donner encore plus de vie et de corps. Et ça c'est l'apport c'est ce que peut nous apporter Irie Heights en termes de lourdeur de son, de puissance sonore, etc. Mauvaise graine, donc vous pourrez découvrir le 5 novembre avec les amis Poupanadem, Sugar Kawar, Don Paco, Bongolini, Almighty Crew, Ayal Sela et puis d'autres invités surprises. Ça c'est le 5 novembre au Circuit de la Bière au Mans, et puis le 4 novembre il sera dans les bacs, j'imagine qu'il sera aussi en téléchargement légal sur les plateformes. Toutes les plateformes, et puis voilà, au Mans ça sera à la FNAC par exemple. Oui, bien sûr. Mauvaise graine, on vous le conseille évidemment, cet album.
Jérôme, on avait déjà eu l'occasion de vous recevoir Kifaz dans cette émission. Changement d'univers maintenant avec vous, Pascal et Serge. Et ce travail autour du patrimoine funéraire sartois, un travail que vous aviez engagé, Serge, avec plusieurs autres auteurs au début des années 2000, autour justement des cimetières sartois. Je vais le faire simple comme ça. Oui, c'est ça. Avec les amis de Louis Simon. Plus exactement, les guides habitants des amis de Louis Simon. C'est-à-dire que c'est une structure créée par un Fillon à la Fontaine Saint-Martin. Et donc, des guides habitants, ce sont des particuliers, amateurs, historiens, et qui connaissent bien leur région. Grâce à ce réseau guide habitants, on pouvait donc couvrir toute la Sarthe. Avec les éditions Cénomane, au début des années 2000, un guide de visite des cimetières a été créé, qui s'appelait Territoire partagé. Oui. On pourrait se dire, tiens, visiter des cimetières, c'est un peu glauque. Finalement, lorsque l'on va, moi je prends tout simplement, j'habitais pas très loin du cimetière de l'Ouest avant, c'est aussi des lieux finalement beaux dans lesquels on peut se balader. Et vous, Pascal, c'est votre travail, vous êtes marbrier funéraire. Ça vous a intéressé le travail effectué par Serge Bertin et les autres auteurs? Oui, dès que j'avais vu le livre sorti, c'est vrai que c'était, je trouvais un travail. Je connaissais un petit peu certaines tombes qui ont été visitées, bien sûr, mais c'était un travail intéressant de pouvoir faire justement ce témoignage en fait d'une mémoire. Hein, et c'est vrai qu'après, on a essayé de. Moi, j'avais très envie de mettre en image quoi, tout ce travail. Donc, on a recontacté Serge Bertin pour pouvoir le réaliser, hein, parce que. Bon, maintenant, on est dans un monde d'images aussi, donc c'était un autre support. Hein, c'est le même travail, en fait, mais un autre support. Et puis vous en avez fait 80, je crois. Hein, 80. Et le cycle allait s'arrêter. Et donc, on a essayé je voulais que ce soit un peu gravé. Donc, c'est pour ça qu'on gravé dans le marbre. Oui, dans la pierre. Là, c'est dans un DVD. Mais ce travail-là, et c'est là qu'est venue l'idée de. Parce qu'en fait, il y a eu très peu de chapelles qui avaient été inventoriées dans les reportages qui avaient été faits. Et donc là, Serge, et puis surtout son réalisateur, je me rappelle plus du nom. Romuald Besson. Voilà. Romuald, vous aviez vraiment envie, en fait. Hein, vous avez une demande de faire sur les chapelles et tout, avec des moyens techniques un peu plus élargis. Hein, et bon, donc j'ai répondu présent, parce que c'est la continuité, en fait, de tout ce travail qui a été fait depuis presque 2 ans et demi, même, pratiquement. Enfin, 3 ans. Qu'est-ce qui vous fascine, Serge, dans ces cimetières, fascine, ou en tout cas, qu'est-ce qui vous intéresse peut-être dans ces cimetières et dans ces chapelles funéraires? Tout. Au-delà de ça, ce qui m'intéresse, c'est qu'un cimetière, finalement, la mort, c'est tabou. Et un cimetière, on hésite à y entrer. Et pourtant, je crois qu'un cimetière, c'est un lieu qui mérite d'être découvert. Et je voulais participer à mon modeste niveau à cette espèce de découverte collective d'un cimetière. Un cimetière, c'est quoi? C'est un musée. C'est mieux qu'un musée. Parce que, ça paraît un peu paradoxal ce que je vais vous dire, mais le musée est mort, le cimetière est vivant. On va dire, Bertin dit n'importe quoi, puisqu'il n'y a que des morts. Non, le cimetière vit. Quelle que soit la saison, il vit. Il y a des oiseaux, il y a du bruit, il y a de la végétation, il y a les visiteurs. Oui. Et qui ne sont pas forcément des visiteurs que l'on trouvera dans un musée. Et dans cet espace ouvert, donc vivant avec le temps, il y a des objets d'art. Et ces objets d'art, s'ils n'étaient pas dans un cimetière, ils seraient immédiatement sauvés. Une chapelle qui commence à se détruire, dont un vitrail est abîmé. Vous mettez cette chapelle au milieu de la place de la République, vous avez immédiatement un mouvement qui se forme pour dire mais il faut sauver cette chapelle. Elle est dans un cimetière particulier. C'est privé, on n'y touche pas. D'accord. Et donc, qui a la gestion des cimetières? Les communes. Les communes. Ouais. Et là, il y avait une situation qui me paraissait injuste. Alors, mon petit côté un peu Don Quichotte, on va se battre pour essayer de faire découvrir l'intérêt qu'il y a à sauver du patrimoine funéraire, les chapelles en particulier. Pascal, si vous avez participé évidemment à ces numéros réalisés par Romuald et Serge, vous avez un coup de cœur pour un cimetière en Sarthe, que ce soit au même moment Non, le coup de cœur, ça va être le cimetière de l'ancêtre de l'entreprise, puisque on est au grand cimetière, donc cimetière de l'Ouest depuis 1909. Ouais.
hein, donc la famille. Et dans les chapelles qui sont en danger, il y a certaines chapelles qui ont été fabriquées, enfin, à ce moment-là, les marbriers étaient des commanditaires, mais on peut dire qui ont été conçus par mon arrière-grand-père. Donc en plus, voilà, il y a ce lien-là hein, qui existe. Et puis moi, je l'ai vu se dégrader jour après jour. Même on a des vues aériennes dans le montage et on se rend pas compte. Il y en avait 4 fois plus. Nous, c'était presque une zone de jeu, c'est la zone des chapelles. Hein, parce que pour jouer à cache-cache, quand on avait 5-6 ans et qu'on a accompagné mon père, c'était idéal, quoi. Je veux dire. Et déjà, ce patrimoine a disparu. J'ai presque envie de dire aux 3/4. Ouais. Et ça me faisait suer qu'il y ait au moins une trace, et puis de pouvoir justement le sauvegarder. Les mairies sont en démarche. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose. Mais il y a encore beaucoup de travail. Et donc, si on pouvait donner une petite étincelle aux décideurs, ce serait bien, quoi. Oui, il y a peut-être la double hésitation liée à la religion et la chapelle. Est-ce qu'une une collectivité publique doit rénover une chapelle? Et puis, évidemment, liée à la mort, peut-être dans un cimetière. Vous êtes allé sur l'ensemble de la Sarthe, Serge, pour réaliser ces chroniques? Oui. Toute la Sarthe, du nord au sud, d'est à ouest. Alors vous, justement, il y a un coin, une commune, un village que vous avez préféré? Moi, j'ai le souvenir d'Agnières-sur-Vègre avec ce joli petit jardin en hauteur qui est très beau. Là. Avec sa chapelle. Mais il est très beau. Bon, il y a aussi, évidemment, hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais le cimetière à côté de Loué, Mareuil. De Mareil en Champagne. Mareil en Champagne, très végétal. Il y en avait un qui était splendide et puis qui a été nettoyé. Le mot nettoyé, ça fait mal. Hein, c'était un petit cimetière près de la Suze, Saint-Benoît. D'accord. C'était adorable. Puis il n'y a plus rien maintenant. Il est propre, hein, ça, on peut dire. Mais, donc, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie, voilà. Ils ont tué le cimetière Saint-Benoît. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir le 2 novembre au cinéma Pathé? Donc, ces séries de 80 portraits de cimetières. Quelques-unes des séries, oui. Et surtout, un documentaire autour de ces chapelles funéraires. Oui, voilà. Toute une réflexion portant sur d'où viennent ces chapelles, pourquoi ces chapelles, à une période bien précise, hein, milieu du 19e siècle, milieu du... Et qu'est-ce qu'elles vont devenir, hein, avec un certain nombre de pistes qui sont proposées. Donc il n'y a là aucune action polémique, si je puis dire, dans tout ça, simplement le regard d'observateurs qui disent on a des joyaux, certains sont perdus définitivement, pas la peine peut-être d'insister, la plupart, d'autres méritent d'être conservés. Puis aussi, au travers de ces cimetières, montrer aussi quelles étaient les mentalités la mentalité de cette société qui avait besoin de construire pour l'éternité. Les chapelles, les personnes qui faisaient construire une chapelle, est-ce qu'elles étaient modestes ou est-ce qu'elles étaient plutôt aisées? Ça faisait partie d'une certaine classe de la population? C'était une élite. Oui. Hein, les personnes modestes étaient inhumées en terrain commun, donc en pleine terre. Le monument, souvent, c'était un petit entourage en fer. Et là, déjà, on était... à part le saut de sable, mais déjà l'entourage en fer, c'était déjà une dépense pour les familles. Et donc tous ces tombes-là, ça fait bien longtemps, elles restaient dans les cimetières 10, 15, 20 ans maximum. Donc ça fait longtemps qu'elles ont été reprises. Que les personnes communes en fait ont disparu de traces. Mais derrière ces monuments, il y a aussi des histoires de famille en fait. Alors les chapelles généralement étaient faites, plus la famille avait de l'importance, plus on faisait une belle chapelle, voire la chapelle Bollé, qui est quand même monstrueuse. En même temps, vous prenez peut-être le summum de la Sarthe avec Bollé. Mais bien sûr, mais je veux dire, justement ça fait partie de ce pourquoi des chapelles et cette histoire qu'il y a derrière un monument qui peut paraître banal, justement. Les chapelles en quête d'éternité, le mercredi 2 novembre prochain, ce sera à 19h au cinéma Pathé Quinconsommant. L'entrée est libre. Venez assister à ce documentaire, découvrir certaines des chroniques qui ont été tournées autour du patrimoine funéraire sartois. Et puis il y aura un DVD que l'on pourra évidemment se procurer, j'imagine, Serge et Pascal. Bien sûr, il y aura la possibilité d'acquérir le DVD
Eh ben, un parfait. prix, je crois, préférentiel. Oui, voilà. Préférentiel par rapport après, il sera diffusé un peu dans la Sarthe, on espère, mais là avec un prix préférentiel, je crois que c'est 15 €. D'accord, Voilà, un documentaire en tout cas signé Romuald Besson qu'on embrasse et qu'on connaît bien ici à LMTV, donc 2 novembre à partir de 19h, entrée libre et gratuite au cinéma Pathé Le Mans Quinconce, 2 jours après sortie nationale de l'album de Kiffaz Mauvaise Graine, et le 5 novembre venez faire la fête au circuit de la bière pour la release party et la sortie de cet album avec donc Kiffaz, Poupanadem, Sugar Kawar, Don Paco, Bongolini, Almighty Crew et Rayal Sela qui seront invités donc par Kiffaz pour la sortie de cet album. Merci à vous Kiffaz et longue vie à Mauvaise Graine évidemment. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission. On se retrouve d'ici quelques toutes petites minutes pour continuer de parler musique et surtout des 30 ans du festival Bebop. À tout de suite.